Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot. Aujourd'hui, on se pose une vraie question. Le football martiniquais s'est-il équilibré? Autour de notre table, nous avons trois invités. Donc tout d'abord, Louis-Georges Birin, journaliste sportif à France Antilles, auparavant à RCI. Bonjour Louis-Georges. Bonjour Émeric, bonjour à tous, et puis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également Gaël Biche, journaliste à Martinique La Première, qui a travaillé auparavant à l'équipe et à RMC Sport. Gaël, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Bonjour Aymeric, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de votre présence. Et puis enfin, Guinel Capgras, youtubeur et aussi membre de Créole Jazz Power. Voilà, le média qui est présent sur Internet et sur Instagram, Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux. Guinel, merci de revenir un peu sur ce plateau de Zitata TV. Bonjour à tous et merci surtout à toi, Émeric, de me convier à cette table du football. Avec grand plaisir. On fait un petit coucou aussi à Elodie Barclay de Créole Jazz Power et c'est pourquoi je fais ça. On va toujours s'échanger, voilà, pourquoi pas une prochaine émission. Donc, entre équipes de R1 qui peinent à dominer le championnat de Martinique, hein, l'élite, comme l'Espoir, le Golden Star, et des clubs de R2 tels que l'Éveil, l'Éclair ou encore le CSK Pilote, qui ont brillé en Coupe de France, la hiérarchie a été bousculée au sein de cette compétition. Quel enseignement le football martiniquais peut-il tirer de cette situation selon vous? Bon, eh bien, écoutez, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est assez inédit de voir des équipes comme l'Éveil, comme l'Espoir, et un degré moindre, le CSK Pilote se retrouver à un niveau aussi important de la Coupe de France. Mais il faut le dire, le football a pris une autre dimension. Il y a des équipes qui travaillent, il y a des joueurs qui sont motivés, il y a de l'intensité. Et donc, c'est pas étonnant, même si on ne voit pas ça souvent dans le football, parce que les favoris, Club Franciscain, RCC Joseph, Golden Lion, Club Colonial, toutes ces équipes ont été éliminées. Les clubistes pensaient être dans le dernier parcours, Oui. et finalement, ils ont été éliminés par l'Espoir. C'est ça. Et personne ne s'attendait à cette défaite. Oui. Mais c'est quand même bien pour le football qui change de visage. Pourquoi pas? Guinel, des surprises, il y en a eu. Hein, Ben en ouais, Coupe de France. effectivement, beaucoup de surprises, mais pour moi, la leçon à tirer de ces éliminations et de ces petites équipes dans le dernier carré, c'est que les grosses équipes ne doivent pas dormir sur leur laurier et qu'il faudrait qu'ils se réveillent et ne pas penser qu'ils sont forcément déjà arrivés au sommet. Et puis, c'est bien aussi que les petits montent le bout du nez. Ça montre que ça travaille et c'est forcément intéressant aussi. Yelbiche, bon, vous avez que 2 ans au sein du football martiniquais, mais à première vue, qu'est-ce qu'on peut en tirer? J'ai pu voir quelques matchs quand même oui, depuis 2 ans et demi, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est assez homogène en fait, de plus en plus. On a des petites équipes, en tout cas ce qu'on qualifie de petites équipes, qui ne le sont plus vraiment en fait. Peut-être parce que les structures sont un peu meilleures, on s'entraîne un peu plus, ça devient un peu plus sérieux. Et forcément, bah voilà, on se retrouve avec des cas de figure comme on le vit cette année en Coupe de France, où bah, en quelque sorte, on peut dire que le mérite remplace un peu le prestige, quoi. C'était attendu ou pas alors? Bah, oui, après, il y a toujours cette fameuse magie de la Coupe. On sait qu'on se transcende dans cette compétition. Dire que c'est attendu, chaque année, il peut y avoir des surprises. Là, qu'il y en ait deux, c'est peut-être un signal d'alarme aussi, dire que bah, voilà, ça bosse derrière, quoi. Est-ce que voilà, on peut vraiment parler de progression ou bien de surprise dans cette compétition? Moi, je dirais plutôt c'est une surprise de voir l'Éveil à ce niveau. L'Éveil qui est une équipe Jusqu'en de finale, R2, en finale, qui joue la finale face à l'Espoir qui est en R1, bien sûr. L'Espoir qui n'était pas bien loti dans le championnat et qui finalement est en train de remonter tout doucement, mais avec la magie de la Coupe, comme vous dites, eh bien, ils ont des ailes et ils sont en train de faire une bonne remontée au classement. Ils sont 10e. Mais l'Éveil, il faut le dire, ils ont le soutien de pas mal de joueurs d'expérience, comme Lucien Brunel, comme Kevin Parsemin, qui est un buteur, comme Célio Augustin. Kevin Houpernet. Kevin Houpernet. Mais c'est un buteur aussi, Kevin Parsemin. Kevin Houpernet, comme Célio Augustin, et puis bien sûr Lynn Branlab, Gary Bocali, Oui. qui est un joueur d'expérience, champion de France, un ancien ça. professionnel,
qui apporte beaucoup pour son équipe, qui est le président de l'Éveil Trois-Îlets. Donc, c'est quand même une bonne chose parce que les Trois-Îlets n'avaient jamais été à une pareille fête en Coupe de France. Ça peut leur donner des ailes pour le championnat aussi. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour les équipes parce qu'il y a du travail. Ils Tout à fait. s'entraînent beaucoup, ils ont des entraîneurs de qualité et qui font un travail extraordinaire. Et donc, je trouve qu'ils sont récompensés de leurs efforts, les joueurs de l'Éveil. Le niveau global en Martinique, Guinel, selon toi, il est comment? C'est compliqué. Pour moi, le niveau, il a un petit peu baissé en termes de qualité. Mais je pense que c'est mondial, en fait. Parce que je regarde les 30 derniers du Ballon d'Or cette année. Quand je regarde avec les 30 derniers du Ballon d'Or, je ne sais pas, peut-être en 2003 avec Nedved, on voit en termes de qualité intrinsèque que ce n'est pas pareil. Donc forcément, notre football a un peu régressé en termes de niveau. Mais cela dit, c'est quand même pour moi un bon niveau. Le niveau global en R1, c'est plus en progression ou bien en régression par rapport à la saison précédente? Par rapport à la saison précédente, je pense que c'est en progression parce que là, on a vu qu'il y a entre guillemets deux championnats avec cette équipe qui se battent pour le haut du classement et cette équipe qui se battent pour la descente. Alors que l'année dernière, il y avait moins d'équipes au côte à côte pour le titre pour moi. Donc pour moi, il y a une progression en termes de niveau. Ouais, je pense aussi les équipes qui étaient solides l'année dernière continuent à être solides cette année. On voit le RC Saint-Joseph, c'était pas qu'un coup voilà, d'une année. Ils sont toujours aussi sérieux. Je pense que ouais, ça travaille bien et ouais, il y a une certaine homogénéisation du niveau En R1. en R1. Ouais. En R1, même si effectivement il y a un championnat à deux vitesses, parce qu'il fait sur 5-6 équipes qui vont être devant, les autres un peu plus à la traîne, mais il n'y a rien d'irrémédiable. L'exemple type, c'est l'AS Mendezes qui bat par exemple la Samaritaine. Par exemple, voilà. Ouais, non, clairement. On peut jouer décomplexé sur un match, même quand on monte, même quand c'est notre première saison dans l'élite. Tout est possible parce que voilà, ça reste 11 hommes contre 11 hommes. Et malgré la préparation, il y a aussi l'effet domicile. On sait la ferveur qu'il y a à l'AS Mendezes. Donc oui, c'est sûr que ça peut jouer. Je pense que certaines équipes ont leur épingle à jouer dans ce Est-ce dans ce qu'on championnat. peut parler vraiment de leçons d'envie en ce début de saison? Voilà, on parle d'envie, on parle Ouais, cette bah, motivation qui a permis à certaines équipes de remporter des matchs. Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça aussi? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, hein. C'est effectivement la leçon. Je pense qu'on voit que chaque équipe, si le travail n'est pas fait, tu peux vite retomber dans tes travers, te faire surprendre. L'exemple que vous avez donné entre l'AS Mendezes et la Samaritaine est parlant, oui. Georges Bérin, par le passé, est-ce que vous avez déjà vu des saisons comme voilà, ce début de saison 2025-2026? Pas souvent, pas souvent. Alors, Gaël Biche parlait de championnat de vitesse. Effectivement, cette année, il y a un véritable championnat de vitesse. Des équipes qui jouent pour le métier et des équipes qui jouent pour le titre. Pourquoi? Parce que les équipes du haut du classement ont recruté pas mal de joueurs dans le bas du classement. Et donc, ils ont pris les meilleurs joueurs des équipes qui jouent dans le bas du classement. Donc, ils se sont renforcés. Et donc, ça donne un championnat beaucoup plus intense en haut du classement. Et puis, dans le bas, on se bat pour ne pas descendre. Je vois des équipes comme l'US Roubaix, comme l'Espoir de Sainte-Luce. Bon, les Glands, Ils ne dominent pas le ils ne championnat. dominent pas. Ils vont se battre jusqu'au bout pour pouvoir garder leur place parmi l'élite. Mais ça va être difficile parce que les équipes qui ont déjà pris l'ascendant vont continuer leur progression. Et puis, donc, ça va être la lutte entre 5 ou 6 équipes dans le haut du classement. Guinel, le début de saison de l'Aiglon, quand même, il paraît inquiétant. Ah oui, c'est inquiétant, surtout que pour moi, l'Aiglon, quand on connaît la renommée de ce club, il ne devrait pas forcément être à cette place. Mais bon, on connaît le football, on sait que ça va vite. Ils ont eu pas mal de départs, pas mal de changements. Il y a un nouveau coach. Le temps d'avoir de nouveaux automatismes, c'est pas forcément évident. Faire la mayonnaise pomme, c'est pas tout de suite. Donc après, ça sera compliqué pour eux, puisque à cette place-là,
il n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'en sont sorties. Donc, la saison est encore longue. Il n'y en a que 3 qui descendent. Je pensais que c'était 4, mais il y en a Ouais, 3 c'est qui 3. descendent. Donc, on verra bien. Et si ça se trouve, tu peux être à ce classement et puis arriver en février, tu es un peu mieux. Donc, il faut attendre pour voir quand même. Est-ce Guinée, que... Oui, allez-y. À l'heure d'échange, les Glons, ils ont perdu pas mal de joueurs en Voilà. C'était ça intersaison. ma question. Voilà. C'était... Ça a dû jouer aussi sur, exactement. les résultats de Est-ce début de que, saison. notre question, hein, c'était concernant le nouvel équilibre du football martiniquais en R1 cette année. Est-ce que le mercato, justement, n'a pas joué un rôle important, Galbiche? Bah, effectivement, c'est sûr que quand tu as une équipe qui se fait déplumer, Parce que les Glons, c'est une entre, quinzaine de départs. entre guillemets, voilà, Et le club colonial- faut avoir le temps de se retourner derrière. Quand Le on a club une- colonial qui a fait un bon début de saison, en tout cas, en Coupe de 15 France, en recrues. championnat, a fait 15 plus de 15 recrues aussi. Ouais. Est-ce que le mercato, justement, n'a pas un rôle important dans ce Ah oui. nouvel équilibre? Bah, c'est Dans ce, c'est- entre guillemets, nouvel équilibre. Autant dans le monde pro, c'est un peu l'argent le nerf de la guerre, autant dans le milieu amateur, le recrutement, si tu le loupes, la saison derrière, elle peut être très très longue. Donc, si, comme je disais, si tu te fais déplumer en fin de mercato, où tu n'as pas le temps de te retourner, tu comptais sur des hommes avec qui tu as discuté, finalement ça ne le fait pas, ils sont plus là. Ouais, C'est délicat. c'est difficile. Et la place de l'Aiglon, malheureusement, c'est la leur aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Je ne sais pas. Selon les Diamantinoise, statistiques- l'année dernière, n'a pas réussi Voilà. à relever la tête. Et c'est difficile quand on est englué. Il y a une question de confiance aussi derrière. Et on n'a pas les mercatos d'hiver. Donc, Enfin, si, mais Si, il y en a il y a des équipes qui ont recruté. Là, déjà, ouais. Qui ont déjà recruté. Début novembre, ouais, il y a eu des recrutements. Et selon les statistiques, alors, M. Birin? Selon les statistiques, les équipes qui sont derrière, ils ont des difficultés à se sortir. Hein. L'Aiglon est mal barré. Bon, l'Espoir a encore une chance, l'US Robert aussi, mais l'Aiglon, ça va être compliqué. Je les ai vus jouer notamment contre l'Éther de Sainte-Anne, contre l'Espoir. Alors, il n'y a pas d'intensité dans les matchs. Il y a des joueurs qui jouent bien. Je prends par exemple Stephen Cadol, Barnard, de bons joueurs. Et comment il s'appelle Odina aussi, le Odina, le capitaine. capitaine. Il a joué au capitaine. club. Ouais. Il est pas mal. Et puis Clyde Saint-Omer, il était blessé contre l'Espoir. Ce sont de très bons joueurs, mais à eux seuls, ça ne suffit pas pour redresser les Glons. Il faut vraiment qu'il y ait que toutes les forces vives du Lamentin se réunissent, se mettent en place pour pouvoir sortir de ce guépier. il faut un discours positif aussi. Absolument. Il faut qu'on leur dise à ces gars, il est encore temps de se réveiller, il faut y croire. Je ne sais pas en interne si on a aussi lâché du côté du board, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, les joueurs, ils doivent avoir ce discours, ils doivent entendre ce discours positif pour continuer la saison, sinon elle va être longue. Alors, Louis-Georges Birin, je sais que vous suivez la R2 de très près, le championnat de R2. Est-ce que la différence entre le championnat de R1 et le championnat de R2, du coup, c'est réellement réduite? Je pense qu'il y a une différence entre les deux divisions, R1 et R2, parce qu'en R2, en R1, il y a plutôt les meilleurs joueurs, alors qu'en R2, il y a un ou deux meilleurs joueurs dans les équipes, au sein des équipes, et je dis qu'il y a des entraîneurs qui ont été limogés, ceux de Rivière-Pilote, et bien ce sont les entraîneurs qui font les frais lorsqu'il y a de mauvais résultats. Et donc, les dirigeants de club, à tout prix, veulent voir leurs équipes en tête remonter. Une équipe comme le Racine, qui se trouve à R2, ils ne sont pas satisfaits au niveau du public. Et donc, il y a de la pression sur les entraîneurs, sur les dirigeants. Et ce n'est pas sûr que le Racine remonte facilement, puisque derrière, il y a la concurrence. Il y a l'US Diamantinoise, il y a le New Club, il y a pas mal d'équipes qui sont là. Mais en justement, stand-by. le New Club, par exemple, ils ont gardé le même niveau que la saison dernière en R1? Non, ne pas garder le même niveau parce qu'ils ont perdu de bons joueurs, les meilleurs, comme le capitaine Stéphane de Limériolé, qui est parti au club franciscain. Avant, il y avait déjà le départ de Philippe Clerville. Donc, chaque année, le club perd ses meilleurs joueurs. Florimond est allé à l'US Robert. Et donc, les entraîneurs sont toujours en train de reconstruire, de refaire une équipe. Ils se basent maintenant sur les jeunes, mais ce n'est pas la même qualité.
le temps qu'ils s'affranchissent, il faut quand même du temps pour qu'ils puissent rivaliser avec les autres. Mais je dis quand même que ce sont des entraîneurs qui sont courageux dans R2, R3 parce que il y a du travail et c'est pas évident chaque semaine d'avoir des joueurs et puis voir son équipe qui perd des matchs qu'ils pouvaient gagner. Lionel Capgras, au vu de ce qu'on a pu voir en Coupe de France, est-ce que le championnat de R1 et le championnat de R2, ben, le niveau c'est un petit peu plus réduit? Ça, c'est un petit peu réduit, mais pour moi, c'est quand même un petit peu identique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux championnats. Le premier championnat où il y a les plus gros, je vais les citer, Samaritaine, Club franciscain, RC, Golden Lion. On va rajouter Club Péléen et Club Colonial, et puis un degré moins de COT. Et puis à part ça, pour moi, toutes les autres équipes se valent, c'est-à-dire Émulation, Golden Star, US Robert, et Monde des S. Et pour moi, ces équipes-là, quand elles rencontrent les meilleures équipes de R2, c'est-à-dire Éclair, Éveil, RC Rivière Pilote, ça ne se joue pas à grand-chose. Peut-être en termes d'intensité, la R1, ils seront plus engagés, etc. Mais au niveau, par rapport à la R2, pour moi, ça ne se joue pas de grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a vu ces résultats en Coupe de France. Galbiche, vous êtes d'accord avec ces propos? Ouais, je pense qu'en tout cas, athlétiquement, il n'y a pas une différence folle entre ces équipes de bas de tableau de R1 et la R2 qui va jouer la montée. On a des bonnes préparations de chaque côté, des bonnes structures. On a des gars qui ont faim aussi, hein. Ils sont là pour essayer de monter, hein. Ils ont cette carotte de vouloir accéder à l'élite. Quand tu es en R1, tu as peut-être plus cette niaque parfois. En tout cas, tu te bats pour pas descendre, mais c'est normal. Ils ont ce challenge qui fait que ça peut donner des matchs comme on a vu en Coupe de France cette année. On va évoquer maintenant le sujet de l'évolution du jeu et même des joueurs et joueuses du football martiniquais. Que pensez-vous de cette évolution justement par rapport aux dernières années au niveau de l'intensité déjà, justement? J'ai pas forcément le recul de mes deux confrères autour de cette table pour parler de l'intensité, mais en tout cas, je trouve que le niveau est bon. On est quand même à l'échelle de la Martinique, hein. On est sur une petite île. C'est un championnat amateur. Je trouve quand même malgré tout qu'il y a un bon niveau global sur ce qui est proposé. Après, comme je disais, athlétiquement, ils sont là, ils répondent présent. C'est peut-être tactiquement que parfois il peut y avoir des errances sur 90 minutes. C'est peut-être là que peut se faire la différence. Georges Birin, par rapport à vos connaissances historiques et assez élargies. Oui, c'est vrai que la R2 était des championnats beaucoup plus... À l'époque, c'était la promotion d'honneur. Hein. Oui. Était beaucoup plus intéressante, la promotion d'honneur. Et donc là, vraiment, on peut le dire, le niveau a un peu changé. Certaines équipes de R2 essayent de se mettre au niveau. C'est pas un hasard si on voit l'Éveil en finale, on l'a déjà évoqué. L'Éveil, c'est une équipe qui travaille. L'espoir était, il n'y a pas bien longtemps, en R2, qui est remonté. On a vu qu'il y a eu un changement de statut au niveau de l'intensité du jeu, parce qu'ils ont compris maintenant qu'il faut mettre de l'intensité, et ça pousse. Les garçons vont gaiement, et puis ils arrivent à avoir de bons résultats maintenant. Mais il y a quand même derrière des entraîneurs qui font le job, qui travaillent. Mais pour revenir à la qualité du jeu, dans toutes les équipes de Martinique, en général, c'est 4 jours d'entraînement. Guinel est un footballeur, il peut le prouver. 4 jours d'entraînement. Mais aucun joueur ne fait 4 jours d'entraînement. 2, 3, maximum 3. Et donc, ça joue sur le travail de l'entraîneur, qui est obligé de revoir sa copie pour pouvoir mettre en place une équipe chaque samedi, chaque week-end. Et donc, c'est ça le problème. Et puis, toutes les équipes n'ont pas les mêmes infrastructures. Il y a des équipes qui ne peuvent pas jouer sur leur terrain, ne peuvent pas s'entraîner sur le terrain, sont obligées d'aller jouer sur des terrains annexes, et qui ne sont pas bien éclairés, qui ne sont pas bien, la pelouse n'est pas de bonne qualité. Donc ça, c'est du travail, des soucis pour les entraîneurs. Mais je trouve quand même qu'au niveau technique, il y a du travail, et puis il y a de jeunes joueurs
On n'a pas les mêmes joueurs qu'on avait dans le temps, mais il y a des joueurs qui frappent à la porte de la R2, qui montrent qu'ils ont des qualités. Les jeunes, justement, c'est intéressant, Rinel, en Martinique? Ouais, quand même. On a quand même une belle base de jeunes dans cette sélection. Il y a quand même des bons jeunes. On a les Cavelin, les Poloma. Quand même, c'est quand même intéressant. Mais je pense qu'ils sont pas assez nombreux. Faudrait pousser un petit peu plus. Et on voit que dans chaque équipe, il y a quand même pas mal de trentenaires, de cadres. Après, quand tu es coach, tu te dis, est-ce que tu mets un bon ancien qui sait faire des passes ou un plus jeune, peut-être plus naïf, qui répète pas forcément toutes les courses? C'est pas évident. Mais en termes de jeunes, quand même, je pense qu'on a ce qu'il faut, normalement. J'avais aussi une volonté d'avoir votre réponse sur une question précise que j'ai au niveau de la tactique. Autour de cette table, vous avez tous vu déjà un match de football féminin. Est-ce que tactiquement, chez les filles, il y a du niveau? Pour moi, non. J'ai vu 2 matchs de féminins. Je D'accord. ne suis pas convaincu. Je suis pas Ok. convaincu. Il s'est mouillé pour lui. Je ne suis pas convaincu. Mais je vois qu'il y a des entraîneurs qui essayent de mettre en place des choses. Mais ce n'est pas évident. Les filles n'ont pas cette culture de football comme les garçons. Mais il faut le dire quand même. Il y a une petite progression. Moi, à titre personnel, je vois la progression Oui. par rapport à ce que j'ai pu déjà regarder. Je trouve que cette année, tactiquement, c'est intéressant chez les filles. Bah, c'est sûr que parfois, il faut se mouiller la nuque quand on passe d'un match de garçon à un match de filles. Non, mais c'est Ça, c'est vrai. vrai, Enfin, ça, c'est vrai. malheureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas du football. C'est du football qui est pratique. Elles le font. Mais c'est vrai que parfois, c'est souvent des longs ballons, des contrôles approximatifs, des balles perdues. Il y a quelques bonnes joueuses, mais on voit aussi l'écart. Par exemple, quand ça arrive en Coupe de France et qu'on va dans l'Hexagone et qu'il y a une dizaine de buts d'écart, bon, là on se dit qu'il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Pour moi, il y a une progression quand même par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais je trouve qu'il manque quelque chose en termes d'application, de concentration, et parce qu'il y a des fois où il y a des choses qui ne vont pas en termes de marquage, de placement. C'est délicat, mais pour moi, on est sur la bonne voie quand même. Au niveau féminin, on est sur la bonne voie. Oui. Et puis au niveau masculin, en Voilà, termes de justement, chez les garçons, tactiquement. de tactique. Pour moi, on est en progression parce que quand tu vois maintenant, il y a beaucoup plus d'équipes qui maîtrisent le bloc bas, le bloc médian, qui attendent dans leur camp et qui jouent en contre-attaque. On a vu ça forcément en Coupe de France. Par contre, en Coupe de France, je voulais quand même signaler quelque chose par rapport au parcours des équipes. Il y a quelque chose que, bon, c'est mon avis personnel, que je n'aime pas trop, c'est le système de tirage au sort, en fait, où il y a les 2 poules en début de saison. Je trouve que ça enlève le charme de cette compétition. Je suis d'accord. D'habitude, c'est tirage au sort à chaque fois. Et c'est mieux. Là, tu joues le premier tour, tu sais déjà qui tu vas rencontrer potentiellement en demi. C'est quand même délicat pour moi. Ça enlève un charme, peut-être. Ouais, ça enlève le charme. C'était pas comme ça avant, Georges Non. Levin. Non, ce n'était pas comme ça. C'était un tirage au sort effectif et c'était mieux. Comme disait Guinel, devant le tirage au sort, on ne savait pas quel club on allait jouer. Et puis, c'était la surprise. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'équipes de l'élite éliminées. Là, maintenant, regardez le parcours de l'Éveil. L'Éveil a joué la Gauloise, a joué l'Éclair, a joué Trinel, qui ont gagné au tir au but, l'Espoir au tir au but, les équipes de R1. Et donc, ça a permis à l'Éveil de se hisser en finale, cette nouvelle situation. Mais on aura peut-être une belle finale. Parce qu'il y a un écart générationnel, hein, parce que vous avez cité des noms comme Fusain Brunel, Kevin Rupernet, Charloton, Garibo Cali, l'ancien joueur pro qui joue en ce moment à l'Éveil. Est-ce que l'écart générationnel joue un rôle important aussi au sein du football martiniquais et dans cette équipe de l'Éveil? Oui, ils apportent beaucoup à l'Éveil, ces garçons. Un garçon comme Brunel,
il a plus de 40, il doit avoir 44 ans. Ouais. Eh bien, et lui, Fuchsia Brunel, il court toujours comme un lapin. Il donne, il emmène ses jeunes coéquipiers vers le haut. Et bon, c'est vrai que Kevin Repernay n'est pas le joueur qu'on a connu dans le temps. Mais il ne faut pas le laisser seul devant les buts. Il sait faire un dribble, il sait frapper. Et puis, Gary peut s'arracher pour aller marquer un but. Donc, je pense que c'est un plus pour les jeunes d'avoir des garçons comme ça à côté d'eux. Et ça leur permet de progresser également. Parce que les jeunes vont voir jouer avec Brunel, qui est un international haïtien. Oui. Un ancien international haïtien. Oui. Bocali, qui est un champion de France. Il dit, je joue avec Gary Bocali, je ne sais pas n'importe qui. Repernay était champion de R2, meilleur buteur de R2. R1 aussi. R1, oui, voilà. Un Un moment. Donc, on se dit, bon, ça va nous permettre de progresser. Et je vois que ça marche dans certaines équipes. À l'Espoir, il y a Rivière. Emmanuel Rivière. Mais ça en impose dans un vestiaire. Mais bien sûr. Quand tu es un jeune, que tu as une personne comme ça à côté de toi, un joueur comme tu as ça envie avec de- son passif, Voilà, tu as envie de bien oui. jouer. je pense que voilà, c'est un bon mix. Hein. Un bon mix, Ils absolument. apportent l'expérience, la tête. Voilà. Sur le terrain, ils vont canaliser dans les moments Absolument. clés. À Absolument. côté des jeunes qui ont un peu plus la fougue, l'énergie, c'est le bon cocktail. Ouais. Voilà. Après, ça reste un casse-tête pour l'entraîneur. Tu te dis quoi? Est-ce que tu mets un ancien qui tu sais qui c'est sûr qu'il sera faire une passe, il saura se démarquer, il saura quoi faire avec le ballon, ou un petit jeune peut-être qui, comme je l'ai dit, qui va peut-être répéter les courses à haute intensité, mais qui peut-être ne saura pas faire une passe ou créer un décalage. C'est compliqué aussi pour les coachs. Hein. C'est compliqué pour les coachs de trouver la bonne solution, C'est la la bonne politique formule parfois, entre l'ancien, peut-être trop ancien, et le petit jeune qui peut-être manque de volonté, d'envie. C'est trouver le bon amalgame, en fait. Allez, j'ai une question précise pour vous trois. Quel joueur, tout d'abord, vous a le plus impressionné ou bien particulièrement démarqué, qui s'est démarqué selon vous depuis la reprise? Alors moi, je vois un petit gars qui joue au RC. C'est Lucas Arden. D'accord. C'est bien au RC. Joseph Pourquoi Keller. justement Lucas Arden? Il a de la vision, il sait voir le jeu, il sait se positionner et s'est servi de bonnes conditions ses coéquipiers. Et donc, c'est un plus pour l'équipe de Saint-Joseph d'avoir un garçon de cette C'est un milieu qualité. défensif, donc logiquement, il sait bien récupérer le ballon aussi. Il sait récupérer le ballon et il sait faire. Il sait passer d'un côté à l'autre. Et donc, il a joué à l'Aiglon, ce garçon. Oui. Je l'avais déjà remarqué à l'Aiglon. Donc, Oui, effectivement. c'est intéressant d'avoir des garçons comme ça qui voient le jeu. Et donc, ça élimine pas mal de choses pour l'entraîneur, parce que les entraîneurs de Martinique, ça parle sans arrêt sur le banc. Gaël Parce Biche. qu'il faut toujours remplacer les gars. Oui, effectivement. Gaël Biche, si on vous dit un joueur à choisir, Mais bon. le premier qui arrive. J'aurais dit Lenny Lamorandière. Ah, Je pense très qu'il- bon choix aussi. Il confirme les espoirs placés en lui la saison dernière. Il a déjà peut-être même atteint quasiment son total de buts, ou on ne doit pas en être loin de la saison passée. Et il a fait le déplacement aussi en République dominicaine avec la Ouais, sélection. bien sûr. Non, mais c'est un vrai bon joueur. Il a le sens du but. Je pense que voilà, il peut amener le RC Selon cette mes année vers un deuxième titre. Selon mes informations, ses appuis aussi impressionnent les coachs. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Comme on dit, c'est un garçon qui sent le football, quoi. à Et mon puis sens. il est jeune. Hein. On parlait Il de a que 20 ans. jeunes, Il a que 20 ans, ouais. Ouais, très très jeune. ouais. Prometteur. Guinel Capgras. Alors, c'est un joueur du RC aussi. C'est pas... Mais c'est pas... Ils ont les meilleurs joueurs, parce il faut le dire. En fait, Arden et Lamorandière, c'est sûr, c'est des valeurs sûres. Mais le joueur qui m'impressionne le plus dans ce Je début vois de venir, saison, je c'est vois Daniel. Ah non, C'est Daniel. j'avais pas ça en Tu tête. pensais à qui, toi? Je pensais à Henrik Luperné. Non, pour moi, c'est Oh, Daniel, parce d'accord. qu'il vient d'arriver dans l'équipe, mais on aurait dit que ça fait 10 ans qu'il est là. Et je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là, en fait. Il court en profondeur, il dépasse ses attaquants rapides. Mais d'ailleurs, il y avait un match, c'est le match-là en plus, contre la Samaritaine, où il y avait le sélectionneur là, et c'est le joueur qui l'avait le plus impressionné, le sélectionneur, mais c'était Oui, Daniel, puisque Effectivement. je vous dis, il cavale comme il n'a jamais cavalé. Et franchement, ce début de saison, au milieu de terrain du RC, franchement, je pense que c'est ce qu'il leur manquait. Il leur manquait pas grand-chose pour qu'ils ont pris le titre, mais franchement, Daniel,
Pour moi, c'est... Tu penses qu'on peut le prendre à la sélection? Mais le sélectionneur voulait. Hein. Oui. Le sélectionneur voulait, c'est lui qui refuse. Mais le sélectionneur était intéressé pour la prendre. C'est vrai. Et si je vous dis Enrique Pernet maintenant, Alors lui, c'est une valeur sûre du football martiniquais. c'était Il bouge beaucoup. le meilleur joueur selon Claude Jasper. Meilleur joueur l'année dernière, l'année mais dernière. il est toujours sur les mêmes bases. Et pour moi, il est même pas encore. Pour moi, il est encore en dedans toujours. Pour moi, je pense que physiquement, il est pas encore à son top. Parce que je l'ai déjà vu courir beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite. Pour l'instant, il est encore en dedans. Après, il a tellement de bons joueurs à côté de lui qu'il n'a pas forcément besoin d'user de tout son talent. Gaël Biche, vos impressions? Sur Enrique Pernet. sur Enrique Pernet, non, mais c'est sûr, on a une équipe en fait de constellation au RC1 à toutes les lignes. À toutes les lignes, on a des. Non, mais c'est vrai, à toutes les lignes, on a des sacrés joueurs de football. On sent que ça sent le ballon. Et même un Enrique Pernet peut être en dedans et voir son équipe performer. Donc, et puis, j'ai pas de doute que la saison est encore longue. Et... Maintenant- Il y a un Ouais, petit ouais. joueur dont on ne parle pas beaucoup au RC, mais contre le club colonial, on a remarqué son absence, c'est Egenta, qui est super important dans leur dispositif. Le petit Egenta, c'est lui qui fait le lien entre défense, côté défense, en fait, côté milieu défensif et milieu offensif. C'est lui, Egenta, qui apporte ce petit truc. Franchement, il aura manqué contre le club colonial en Coupe Puis de le France. retour de Sébastien Crétinoir apporte un plus, hein, parce que c'est Ouais. un élément sûr, une valeur sûre du football de Saint-Joseph, du RC Saint-Joseph. Mhm. Et donc, il est revenu il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc, il a déjà retrouvé ses appuis. Et donc, au RC Saint-Joseph, comme il y a de bons joueurs, on joue avec de bons joueurs, on est obligé d'être bon. Ouais. Ah ouais, ça, c'est important pour... Puis l'entraîneur, il a la chance d'avoir de bons joueurs, donc C'est vrai. c'est une bonne chose. Son retour est surtout intéressant parce qu'en revenant derrière, il va permettre à un milieu de remonter à sa place, puisque c'est des milieux qui jouent derrière Oui, hein, pour oui. l'instant. Ouais. C'est soit Etilé, soit Daniel Goma. Rel. Mais Goma, avec le retour de Crétinois, on l'a décalé à gauche, puisque on parlait du mercato. Comment il s'appelle? Celui qui est parti, ou le gaucher qui est parti à Casse-Pilote au dernier moment, et Norbert. qui n'a pas pu être remplacé. Je pense que ça, si c'était un petit peu plus tôt dans le mercato, on l'aurait remplacé, ça leur a un peu fait mal, puisque, comment il s'appelle, Charles Angel est obligé de jouer arrière gauche, alors qu'il est le milieu de terrain. Alors maintenant, Ouais. j'ai une question peut-être plus difficile pour vous. Mais là, maintenant, si je vous parle d'une joueuse, ce serait laquelle? Moi, c'est Tarieux. Je l'ai vu Mylène jouer. Tarieux. Je l'ai vu jouer contre l'équipe de Guyane. Oui. Elle était très à l'aise. Mais c'est vrai qu'elle est d'un autre niveau. Elle a un Je niveau crois qu'elle est à supérieur. l'aise dans tous les matchs. Ouais, elle est tranquille. Ouais, j'aurais répondu Mylène Tarieux aussi, mais bon, elle a le passif pour eux. Voilà, elle a le passif, c'est normal. On voit qu'elle se démarque clairement, Ouais. même dans ses appels, dans la conduite de balle, c'est beaucoup plus juste. Oui. Guinel Cabra, si je vous parle de Sena Clavos. Ça, pour moi, elle aurait pu partir là-bas. Clavos, elle Oui. est vraiment sûre dans son jeu. Elle a une belle frappe de balle. Elle est solide. Franchement, c'est dommage qu'elle puisse pas tenter sa chance là-bas. Et à part Mylène Tarieux ou bien Sena Clavos, la troisième joueuse, ce serait C'est laquelle? carré, forcément carré. Évidemment. Quand tu parles football féminin, tu es obligé de citer Prisca Carré. Moi, l'année dernière, j'avais dit ça comment il s'appelle, à Patrick Cavlan. Je lui ai dit de lui mettre une petite perruque ou bien un truc, comme c'est de la faire jouer avec les gars pour voir si ça passe. Mais il n'a pas essayé, malheureusement. Et je pense qu'elle serait pas ridicule non plus avec les gars. Ah non, mais elle est vraiment au-dessus de l'autre. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas pro. C'est là que tu te dis, mais ici, on a eu pas mal de joueurs qui étaient super bons et ils ne sont pas devenus pros. C'est vraiment dommage. Bon, moi, à titre personnel, je pense à Malika aussi, Saxemar Tobor, qui a marqué de beaux buts aussi, qui court. Et elle aussi, elle mérite d'être citée. Une grosse déception quand même pour le club colonial face à la Guadeloupe, ce moule, je crois. Oui. Ils avaient la possibilité Moi, de c'est remporter ce une match. énorme déception Ah, que j'ai. voilà. Mais je peux comprendre. Match bizarre parce qu'il n'y avait pas un monde d'écart entre les deux, Voilà. hein, clairement pas. C'est vrai. Ça s'est joué sur des détails.
et une gardienne qui avait fait un match incroyable au tour précédent. Et Contre la Guyane. Ouais, Remarquable. complètement passé à côté cette fois. L'expulsion leur a fait mal aussi. Et l'expulsion aussi, ouais, c'est sûr. Je pense qu'on ne va pas s'éterniser trop sur ce sujet parce qu'il serait long. Moi, je pense que ce n'est pas totalement que sportif. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On va passer maintenant à la sélection de Martinique. Fabien Mercadal avait déclaré qu'il voulait mettre en place un projet de jeu puissant. Est-ce que c'est vraiment possible? Le niveau actuel du football local peut-il bénéficier à la sélection de Martinique de Fabien Mercadal, selon vous? Très philosophique. C'est clair que... Oui, à condition que la sélection reflète vraiment le championnat, quoi, et pas que la sélection soit juste une vitrine du championnat où les mecs se montrent. Il faut que ce soit dans la continuité du travail qui est fait. Et en ce sens, c'est possible. Après, avec le peu de rassemblement qu'ils ont, je ne sais pas si c'est un projet viable. Mais il y a la qualité pour. Après, il faut que les mecs puissent s'entendre entre eux. Ils ne jouent pas dans les mêmes clubs. Mais le niveau est là. Inel. Ce qui est bien, c'est que les joueurs qui sont sélectionnés sont pour la majorité en club ensemble. Donc, ils ont déjà certains automatismes. Donc, pourquoi pas avec un petit peu plus d'entraînement, de rassemblement, bénéficier de ces automatismes et de l'habitude qu'ils ont d'évoluer ensemble. Pourquoi pas? Le championnat, Louis-Georges Bérin, est-ce qu'il favorise la progression des joueurs pour jouer en sélection? Oui. Comme on a des championnats assez intenses, il y a des matchs qui sont très disputés, je pense que ça peut permettre aux joueurs de progresser. Alors, pour revenir à Fabien Mercadal, moi, j'attends de voir parce que, bon, je sais qu'il n'a pas fait long feu dans les clubs où il est passé, un an, il y a des équipes où il est resté 6 mois, il a même été expulsé. Donc, j'attends de le voir Vous êtes bien renseigné. J'attends de le voir à l'œuvre parce qu'il y avait beaucoup de candidatures pour le poste de sélectionneur. 17. Ouais, 17, ça fait Oui, beaucoup. 17, ouais. Il y avait des Martiniquais qui avaient le même niveau de... Il y avait même Marcola qui était candidat à la Candidat, succession. Les 17 candidatures, elles étaient extérieures, il n'y a pas de Martiniquais. Non. Oui, il y avait des pas Martiniquais, donc Il y avait des Martiniquais de là-bas. Pavio. Oui, mais de là-bas. De là-bas, Voilà. pas d'ici même. Et donc, qui voulait entraîner la sélection de Martinique. Bon, on a choisi. Mais vous pensez que le niveau en Martinique, en termes d'intensité, ça se rapproche de celui de, voilà, par exemple, de la zone CONCACAF Amérique centrale? Ah non. Ah oui. Parce que Peut-être de la Caraïbe. on a de ces équipes là-bas. Dans le temps, je suis allé voir des matchs de la section de Martinique dans la Caraïbe. Dans le temps, on avait des joueurs qui rivalisaient sérieusement avec la Jamaïque, avec Trinidad, avec la Guadeloupe. On avait des matchs intéressants. Il y avait quand même des joueurs locaux. C'était des joueurs locaux qui représentaient la Martinique. Et donc, mais là, j'ai l'impression que le niveau a quelque peu augmenté dans la Caraïbe parce qu'on a toujours des difficultés à transcender, à être bon devant ces équipes-là. Et pourtant, on a l'apport des joueurs qui jouent, pas au plus haut niveau, mais qui jouent en D2, c'est D2, qui jouent En Europe. en Europe et qui peuvent apporter le soutien. Mais on n'a pas l'impression que ces joueurs-là apportent véritablement un soutien constant à la sélection. Non, il faut qu'ils viennent pour être des moteurs, vraiment. Voilà, pas juste pour se montrer ou pour faire plaisir, pour dire voilà, j'ai honoré le maillot martiniquais, on ne va pas m'en vouloir, on ne va pas me taper dessus. Non, il faut que ce soit une vraie volonté de faire progresser, de tirer vers le haut. De tirer vers le haut. Quel type de joueur pro faut rechercher alors? Un joueur investi, vraiment investi et passionné. Faut pas avoir un mec qui vient en traînant des pieds, comme je disais, qui répond à l'appel juste pour garder une bonne image du mec qui revient au pays, quoi. Je sais que le sélectionneur, Fabien Mercadal, il est très attaché à l'envie. On en parlait justement au début d'émission. Il a bien fait passer le mot. Moi, avant tout, avant de parler d'envie, moi j'ai envie surtout de parler de qualité footballistique, en fait, de voir la différence, voir que c'est vraiment un pro. Parce que si tu es pro et que on se dit on a un joueur de cette qualité ici, pour Donc moi, un vrai pro alors, c'est quelle division? Pas forcément en termes de division, mais en termes de
de qualité intrinsèque ou de rendement sur le terrain, voir que c'est un pro, quoi. Tu te dis, bah, monsieur, c'est un pro, on n'a pas ce genre ici, en fait. D'accord. Et forcément, il y a des joueurs ou des fois où tu te dis, mais nous, ni ça ici, en fait. Mais oui, c'est ça ce qu'on se dit. On a des labos, on a des joueurs. Il n'a pas été convoqué. Il est aux États-Unis. Celui qui joue à Nîmes. Bionner, il n'était Bionner. pas. Ouais. Après, Il n'était pas convoqué. comme à chaque fois, on est heurté à la FIFA, en fait. Si on n'a pas. Vu qu'on n'est pas au. Comment dire? Aide-moi, Emric. L'adhésion à la FIFA. On n'a pas l'adhésion à la FIFA. On ne peut pas avoir tous les joueurs qu'on veut, malheureusement. Et ça, c'est encore un souci handicapant pour nous. Absolument. Mais c'est dommage parce que je pense que dans le temps, la Martinique a montré des potentialités dans ce genre de compétition. Et donc, on était craints. Hein. On allait à Trinidad, on allait à la Jamaïque. Après cela dit, Louis-Georges, quand on a vu nos derniers rendements en Ligue des Champions de la Caraïbe, on n'était pas ridicule après un week-end. On n'était pas ridicule quand même. C'est peut-être des pays aussi en face qui ont évolué plus vite que la Martinique et aujourd'hui le fossé est peut-être plus difficile à combler parce que en Martinique, il ne faut pas oublier qu'on a des joueurs qui vont bosser le matin et un joueur qui va bosser le matin, bah, c'est pas un pro quoi. Et quand il se confronte à ce qui se fait de mieux dans la Caraïbe, peut-être plus compliqué. Ouais, et dans ces équipes-là de la Caraïbe, la plupart des joueurs jouent, ce sont des professionnels qui jouent en Angleterre, qui jouent dans des grands clubs. Et donc, les entraîneurs les appellent, ils viennent et ils sont déjà prêts. Ils sont prêts à gagner la compétition. On n'a pas toujours ce profil de joueur. Et justement, est-ce qu'il faut vraiment mettre en place des regroupements réguliers en sélection pour augmenter le niveau et se rapprocher des sélections de Martinique d'avant qui flambaient, en fait, hein, champion de Caraïbes à 3 reprises. Est-ce qu'il faut passer par plus d'entraînement alors en sélection? Je pense qu'il y ait plus d'entraînement. Bon, c'est pas toujours C'est évident. c'est un projet. Hein. Ah ouais, En décembre, il y aura des matchs de sélection à prime qui sont programmés en tout cas le mois prochain. Mais... Ouais, il faut qu'il y ait plus de matchs. Il faut que les joueurs s'entraînent davantage. Avant, ça existait. Hein, les joueurs se retrouvaient beaucoup plus souvent sur un terrain en sélection. Et donc, il y avait une complicité entre eux. Et puis, avec le nombre de la multiplication des matchs, ils donnaient des prestations beaucoup plus intéressantes. Mais ce n'est pas toujours évident, vu le nombre de championnats, de compétitions que les joueurs disputent. Ce sont des amateurs. Il faut qu'ils soufflent un peu. On comprend tout ça. Et puis, les entraîneurs n'ont pas toujours les joueurs qu'ils veulent pour les placer au niveau de la sélection. Ouais, après, je pense qu'avec les entraînements aussi, il faudrait aussi pas mal de matchs amicaux contre des adversaires valeureux aussi, pas forcément des équipes où tu vas donner une valise et prendre la confiance. Des matchs amicaux où par exemple, tu vas rencontrer une équipe de la Caraïbe où tu sais par exemple que tu vas courir tout le match, mais peut-être dès le match amical, choisir une équipe qui va te faire cavaler et te faire travailler pour le prochain match. En fait. Après, il faut trouver la place dans le calendrier pour tout ça. C'est ça, le calendrier. Parce que moi, je me souviens à l'époque, un des plus beaux matchs que j'ai vu en Martinique, c'était la sélection de Martinique contre le PSG. À l'époque, contre le PSG, il y avait Rabi Sandatana, Janowski, ça fait un moment. Il y avait une attaque Piquion-Rano. Mais à l'époque, mais la sélection a eu le temps de jouer contre le RC Lens, contre le PSG. C'était des affiches de prestige et qui faisaient nos joueurs progresser. Après, pouvoir faire ça maintenant, ça serait quasiment impossible. Tu as vu la impossible. qualité des joueurs que tu as cités là. C'était la belle époque. Ah oui, C'était la belle absolument. époque. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se confronter, même sur un match, à des joueurs pros. Je pense que le RC Saint-Joseph, l'année dernière, ils ont dû adorer leur parcours en Coupe de France, parce que c'est une expérience incroyable de se frotter à ça dans une compète officielle où on sait que les adversaires vont tout donner aussi. C'est pas usurpé, donc... Mais ça serait intéressant de voir le RC en Ligue des Champions de la Caraïbe. Après, c'est les finances. Et puis, je crois que c'est le champion, c'est l'année d'après qui part. Voilà, Ça serait peut-être intéressant de les voir dans la Caraïbe. Ils peuvent faire bonne figure, hein, vu l'effectif qu'ils ont.
Ils sont en tête du championnat alors qu'ils ont un match en retard. Hein. Ouais, ils ont 6 victoires en 6 matchs, comme il y a plusieurs équipes comme ça. Non, ils sont, Non, ils sont c'est seuls. les seuls invaincus. Les seuls invaincus. Ouais, sans le match contre la Samaritaine, effectivement, Voilà. ils sont Le club seuls. colonial a perdu. Alors, messieurs, il reste 5 minutes. On va Ah, ben, ça va revenir. Ouais, ça va très vite. On va revenir à la question, débat de cette émission. En conclusion, le football martiniquais est-il devenu plus équilibré en conclusion par rapport aux autres années, aux saisons précédentes? Alors, on a parlé du parcours de Coupe de France, du championnat de R1, du championnat de R2, de la sélection de Martinique. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Qui se lance? Je dois choisir les gars. Je suis puni. Il a notre regard que nous. Oui, voilà. Ce serait un regard plus extérieur par rapport au nôtre. Non, moi je pense qu'il faut continuer le travail qui est déjà fait. Après, effectivement, tant qu'on sera dans un milieu amateur, il y a un cap qui ne pourra pas être franchi. Ça, c'est une évidence, puisque le professionnel, il a des structures, il est payé pour, il a des coachs personnels, il a vraiment tout un microcosme autour de lui qui fait que c'est sa vie, quoi. Là, on est sur des joueurs pour qui c'est une passion avant tout, même si c'est une passion qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que moi je pense qu'en Martinique, ça, entre guillemets, ça surperforme, parce qu'on a des très très bons clubs de R1. Je serais curieux de voir d'ailleurs si c'était confronté à des clubs de R1 de l'Hexagone, une équipe comme le RC dont on parlait. Je pense qu'il ferait très bonne figure, à mon avis. Après, il y a un plafond de verre en Martinique qui est lié à la géographie de l'endroit, hein, et c'est normal, on ne pourra pas aller plus haut que ça, et c'est bien dommage, parce qu'il y a du potentiel. Alors, Guinel, en synthèse, équilibré ou Ben, hétérogène? Pour moi, plus équilibré que l'année dernière. L'année dernière, pour moi, il y avait peut-être 2-3 qui sortaient du lot, vraiment. Mais là, pour moi, il y a, comme je t'ai dit, il y a 7 équipes qui pourraient se mêler au top 3, je les ai citées, avec le COT. Donc forcément, chaque week-end, ça peut être un match compliqué pour le champion sortant. Je vais corser ma question. Est-ce que c'est plus équilibré pour jouer à l'international? Pour jouer à l'international, là, encore une autre question. Après, il faudrait voir. Il faudrait du temps aussi et puis de la chance aussi. quand tu rencontres certaines équipes. Du travail aussi. Il y a du travail, mais quand tu regardes l'éveil, il y a quand même de la chance. Il y a une part de chance aussi. Beaucoup de travail, mais il y a aussi une part de chance. Et puis, il faudrait avoir surtout les finances. Je pense que les finances aideraient à faire des rassemblements, à faire des... Oui, parce que les autres équipes de la Caraïbe, si on reparle de la sélection, elles ont progressé grâce au statut FIFA, par exemple. Saint-Lucie a développé des stades et tout. Voilà, on ne peut pas le et faire, nous, nous. on stagne. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que le stade de Dillon, depuis les fins des années 90, c'est pareil, quoi. Ah oui, et puis on a vu ça lors du passage de Ronaldinho. Le toit est dans un état exécrable. Il y avait de l'eau partout sur le terrain. Donc il y a des entretiens. Mais vous savez, les collectivités n'ont pas tout le temps des moyens. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'occuper des infrastructures sportives. C'est ça le problème. Le stade du François, par exemple. Il y a une tribune qui n'est pas recouverte. Le maire m'a dit que bientôt ce sera fait. Mais ça fait un moment. Du coup, Louis-Georges Bérin, on va revenir quand même à l'aspect sportif et on va conclure avec vous au niveau de l'histoire. Alors, est-ce que c'est plus équilibré par rapport à avant, il y a peut-être 10-15 ans? C'est plus équilibré. Il y a des clubs, sexy clubs, qui sont en train de jouer pour le titre. On n'avait pas vu ça depuis un moment. Mais je trouve que le football martiniquais mérite une attention particulière. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'amicale des entraîneurs, donc, qui se réunissaient, qui apportaient leur expertise, leur savoir-faire, et les entraîneurs pouvaient échanger entre eux. Et ça a été profitable à la sélection. Bon, depuis un moment, l'amicale est en veilleuse. On n'entend pas beaucoup parler. Qui est président? Selon mes informations, ça va être relancé. Ouais, ça fait un moment. Le dernier président, c'était le président du RC Lorrain. Maurice Narcisse. Et donc, ça, c'est important, que les entraîneurs échangent leur point de vue pour faire progresser, faire remonter le football martiniquais. Et puis, je pense que le CTR doit aussi s'impliquer
dans la qualité du football martiniquais. Bon, c'est son travail, hein, il est là pour ça, pour apporter ce qu'il sait, ce qu'il a appris au club. Mais peut-être qu'aussi, il faut faire appel à lui, je ne sais pas, S'impliquer mais davantage. ça veut dire s'impliquer davantage dans le football D'accord. Parce martiniquais. qu'il en fait. Il en fait. Il en fait. Et il était à côté de Fabien Mercatal Oui, dernièrement. il se rapproche maintenant Ouais. de la sélection aussi. Oui. Voilà. Il a été sélectionneur aussi. Donc il connaît Mario ce sujet. Bocali, Il connaît. oui. Mais je pense que c'est important pour qu'un CTA apporte son expertise au club. Parce qu'il y a des entraîneurs qui sont seuls dans leur club qui font un travail monumental. Et donc, je pense qu'il faut aider, même au niveau de la Ligue, il faut apporter un soutien à tous ces hommes qui font un travail pour la jeunesse martiniquaise. Bon, ben super, c'est de très belles perspectives et on va conclure sur ça. En tout cas, chers téléspectateurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 6e déjà table du foot sur Zitata TV. Un grand merci à Marty, David, Mehdi qui sont tout près de nous en ce moment et qui nous regardent gentiment. Merci, votre soutien est précieux. Et en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir contribué à cette réalisation de cette émission. Et un grand merci et à très bientôt.